Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Mboyo, juriste et enseignant à l'Université d'Evry. Et Monsieur Mamoudou Mara vient de nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Génération Républicaine, un mouvement associatif en Guinée. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On passe tout de suite au reste de l'actualité. La Libye toujours déchirée entre deux autorités et sous l'effet de la crise politique. L'ANOC, la compagnie nationale du pétrole, a décidé de suspendre les exportations à l'est du pays. Conséquence, un manque à gagner de 850 000 barils de pétrole par jour. Cette décision, pour le moins radicale, intervient après celle des autorités proches du maréchal Khalifa Haftar de conditionner l'accès aux navires pétroliers à leur autorisation. Gladys Mamba. État de force majeure invoqué par la compagnie nationale libyenne. L'ANOC, basée à Tripoli, a décidé le 2 juillet de suspendre les exportations de pétrole dans l'est libyen depuis les ports de Zoueitina et d'Al-Hariga, ce qui représente, selon certains spécialistes, une perte de près de 850 000 barils de pétrole brut par jour sur le marché international. C'est une décision logique qui suit la décision de donner tout le croissant pétrolier à l'ANOC, à Benghazi. Outre la crise pétrolière, il s'agit avant tout d'un nouvel épisode du bras de fer entre autorités politiques rivales, à savoir le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et l'armée nationale libyenne dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, sur la gestion des revenus de l'or noir. Solidaire au gouvernement d'union nationale et reconnu par la communauté internationale, la compagnie nationale libyenne cherche à retirer la mainmise du maréchal Khalifa Haftar sur l'est du pays et sur le croissant pétrolier. On sait bien que la question du pétrole n'est plus une question locale. Maintenant, il attise l'intervention, l'ingérence étrangère. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye a connu plusieurs crises pétrolières, mais depuis la production avait repris. Elle était revenue autour de 1 million de barils par jour depuis près d'un an. La rente pétrolière représente quasiment l'unique source de revenus de la Libye. Mamoudou Mara, on peut interpréter cette décision qui émane des autorités de Tripoli comme une démonstration de force face au maréchal Khalifa Haftar qui apparaît de plus en plus non pas comme l'homme fort à l'est de la Libye, mais peut-être même au niveau du territoire libyen, le maréchal qui assoit de plus en plus une stature d'homme d'État. Oui, en effet, on peut l'interpréter ainsi. Il faut se dire la vérité. Le maréchal Khalifa est un ex-rebelle. Donc un rebelle par défaut, c'est des gens qui vivent de rente. Notamment la Libye a un réserve financier de pétrole assez important. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent, ça reste les sous-sols. Et la Libye a un potentiel de réserve extrêmement important. Et l'enjeu ici est politique et économique. Une façon d'affaiblir son ennemi, comme le diraient les écrivains politiques, c'est déjà l'astreindre financièrement. Astreindre financièrement, c'est avoir une même mise sur la manne pétrolière en disant ben voilà, nous allons gérer, ce qui était le cas aujourd'hui. Le maréchal Khalifa demande un transfert de compétences de cette manne pétrolière à leur niveau pour qu'ils puissent gérer, ce qui paraît tout à fait normal parce que l'Est libyen est géré par le maréchal lui-même. La Libye est constituée de tribus et chaque tribu a une forte présence sur le territoire en question. Donc c'est une façon pour lui d'asseoir son pouvoir, comme vous l'avez dit, une stature politique. Pourquoi ne pas être candidat pour une élection présidentielle éventuellement? Mais au-delà de ça, il faut reconnaître que la Libye, c'est une catastrophe politique. C'est une catastrophe politique par la faute d'abord de l'Occident, parce que l'Occident voulait universaliser cette démocratie occidentale et l'implanter dans un territoire africain, ce qui n'a pas beaucoup réussi, malgré l'expérience de la contrée irakienne, ça n'a pas été le cas, mais aussi par la faute des dirigeants africains, parce que les dirigeants africains, quand le problème s'est posé, n'ont pas mutualisé leurs forces, leurs discours, pour avoir une synergie d'action, pour avoir un discours clair. Et je me rappelle que Jean Ping était à l'époque président de la Commission africaine. C'est vrai qu'il a eu des discours à la télé, à la radio,
Vous parlez de l'époque de l'intervention. Je parle de l'époque de l'intervention lui-même. Mais l'Afrique, on a un véritable problème. On a un véritable problème de discours, on a un véritable problème de vision. On reviendra toujours sur ces sujets. Nos leaders n'ont pas la capacité d'asseoir une vision claire pour les populations actuelles. Et le cas de la Libye est l'exemple typique du retard et l'exemple typique du manque de capacité des leaders à réfléchir sur l'avenir, sur la vision qu'ils peuvent donner. Pour le problème qui se pose aujourd'hui, l'OPEP, qui est l'office qui s'occupe international, qui s'occupe du pétrole, avait prédit à peu près 1 million de barils par jour. Aujourd'hui, la Libye refuse de produire, en tout cas ferme ses robinets à hauteur de 800 000 à peu près, comme on l'a dit. 800 000, ça fait plus de la moitié de ce qui avait prévu. Donc si aujourd'hui on va sur ce cas de figure, ça veut dire que les populations, en tout cas l'Occident ne va pas beaucoup en pâtir sur la situation parce qu'ils ont une manne financière assez forte, ils ont des leviers budgétaires et monétaires pour faire face à une situation qui va se poser, mais le véritable enjeu se situe au niveau des pays pauvres. Parce que les pays qui exploitent aujourd'hui le pétrole beaucoup plus, les pays comme vous l'avez dit, du Qatar et tout ça, il y a le Venezuela qui se trouve dans une situation politique assez compliquée, il y a la Libye qui se trouve dans une situation très compliquée, et donc réduire, astreindre, c'est plutôt les populations africaines qui vont beaucoup souffrir, et surtout que en général, le pétrole, c'est quelque chose qui est subventionné par les États africains. Et donc, les États, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont augmenter le prix du pétrole. Et donc, on va se retrouver dans une situation où le citoyen lambda paiera plus cher qu'un citoyen occidental. Alors, on parle effectivement d'une perte colossale de 850 000 barils par jour. Patrick Boyo, c'est véritablement un coup dur pour la Libye? C'est un coup dur, malheureusement, parce qu'il y a une personne qui n'a pas voulu respecter les accords et qui n'a pas une vision claire pour la Libye. Le maréchal Haftar, pour ne pas le citer. Le maréchal Haftar, quand il était venu à Paris, il a rencontré les dirigeants de Tripoli, parce qu'il faut préciser la situation dans la Libye actuelle. Nous avons deux gouvernements. Celui reconnu par la communauté internationale avait préféré de s'installer à Tobruk, dans l'est de la Libye, pour éviter le chaos de Tripoli. Il y a eu des gens qui ont pris le taureau par la corne, qui ont pris leur courage en main, qui sont allés à Tripoli, qui ont remis de l'ordre, qui ont arrêté qui ont arrêté la prolifération des groupes armés, et ils se sont installés à Tripoli. Ils ont ramené le calme du côté de l'Ouest et ont permis à ce qu'un certain nombre d'anciens dirigeants du régime de Kadhafi puissent revenir en Libye avec leur expertise, avec leur argent et commencer à investir, surtout qu'ils puissent retrouver leurs biens qu'ils avaient perdus injustement parce qu'ils devaient partir avec la chute de Muammar Kadhafi. Le maréchal Haftar a reçu l'aide de la CIA, ça tout le monde le sait, pour essayer de contrer ce gouvernement de Tripoli. Or, sachant pas que le gouvernement de Tripoli, ils sont des gens qui connaissent déjà la Libye, des anciens du régime, qui connaissent le fonctionnement du pays et qui savent où se trouvaient les anciens militaires qu'ils ont pu réunir et reconstituer une armée. Il a lancé plusieurs attaques qui ont échoué. Il y a eu des confrontations terribles et il a subi même des pertes dans ses propres rangs. Finalement, il est allé au dialogue qui a été organisé au Maroc et puis il est venu en France pour pouvoir se mettre d'accord avec les autorités libyennes de Tripoli pour dire voilà, nous allons établir une sorte d'équilibre dans le pays. Vous restez sur vos territoires, nous restons sur nos territoires et jusqu'à ce que nous irons aux élections. Celui qui va gagner les élections va contrôler tout l'ensemble du territoire. Or, avec le soutien du président Al-Sisi, qui reçoit lui-même les matériels militaires venus de la France, est en train d'inciter le maréchal Haftar à pouvoir mettre la main sur l'ensemble de la Libye par la force. Or, c'est une grosse bêtise. En voulant mettre la main sur la Libye par la force, il commence d'abord, comme ça a été bien dit ici, à vouloir affaiblir le gouvernement de Tripoli en essayant de casser leurs ressources financières. Conséquence, en voulant casser le gouvernement de Tripoli, la National Oil Company, la compagnie nationale libyenne qui gère le secteur du pétrole, décide d'arrêter tout. Pourquoi ils décident d'arrêter tout? Eh bien parce que jusque-là, ils ont fonctionné de manière convenable parce que leurs sites sont sécurisés par l'armée du gouvernement de Tripoli. Donc le maréchal Haftar arrive un petit peu en trouble fait, voulant obtenir quelque chose qu'il ne peut pas obtenir parce qu'en réalité, la National Oil Company, si elle accepte de travailler avec le gouvernement, avec le maréchal Haftar, comme il dit, remettre la rente financière, la rente pétrolière au niveau du gouvernement de Tobruk, ça sera une déclaration de guerre et la National Oil Company ne veut pas de ça puisque le gouvernement de Tripoli va réagir brutalement. Donc
une situation ubuesque, on ne comprend pas quelle est la vision du maréchal Haftar. Il sait déjà qu'il a tenté une fois, cette expérience a échoué. Qu'est-ce qui le motive à tenter cette expérience cette fois-ci? Surtout qu'il y a quelques mois à peine, il était en France pour pouvoir trouver un accord avec ses frères ennemis de Tripoli. Maoudou Mara. Foncièrement, je pense que les problèmes africains ne doivent pas se résolver à Paris ou à Washington. Je suis d'accord avec vous. Foncièrement. Je crois que la réponse de nos problèmes se trouve en Afrique. Vous avez bien décrit à propos du maréchal Haftar, mais le problème libyen est un problème politique. C'est profondément un problème politique entre les anciens, entre des anciens bourreaux du président Kadhafi, et il faut qu'ils arrivent à s'asseoir sur une table et à trouver une décision, une vision logique pour leur pays, pour le bien de leur population. Mais vivant en tribu, il y a des tribus qui sont plus puissantes que d'autres. Donc forcément, il y a certains qui veulent continuer à avoir ce qu'ils avaient avant et à continuer à vivre comme ils vivaient dans le temps. Mais aujourd'hui, pour moi, l'une des solutions qu'on peut envisager, pourquoi pas un fédéralisme politique, comme le fait le Nigeria par exemple, ça peut être principalement une réponse à un problème qui s'oppose. Et dire, soit on fait un fédéralisme politique, soit on fait une présidence plaque tournante, pendant 4 ans ou pendant 10 ans, c'est le temps de stabiliser le pays, ou on va plus loin, on fait comme on a fait dans les pays Balkans, on confie la Libye, on met la Libye sous tutelle. Mais la difficulté, permettez-moi de vous interrompre sur ce point, c'est que le droit international n'accepte pas qu'un État qui a été souverain puisse passer sous la tutelle. La tutelle marche que pour les territoires qui n'ont pas eu à devenir souverains et qui veulent accéder à la souveraineté. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est dans un cadre juridique. Mais le juridique vient parce que les politiques ont décidé d'aborder l'aspect juridique. C'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Mais quand vous prenez le cas des pays Balkans, on était arrivé dans une zone où on tuait tout le monde à froid, à sang, et on arrêtait tout le monde. Mais la situation qui s'est avérée avec Bernard Kouchner et tout ce qui s'ensuit, c'est de mettre ce pays sous tutelle. L'administration internationale de Kosovo, sauf que le Kosovo n'a jamais été un État avant. Oui, n'a jamais été un État avant, mais ça peut être une porte de sortie pour des populations pour envisager une solution viable à long terme. Parce que la Libye, quand même, c'est un filet de rétention de ce qui se passe aujourd'hui dans les pays. On voit nos frères aujourd'hui qui sont couchés un peu partout, à Lyon, à Paris, qui sont dans les rues et qui vivent misérablement. Pourquoi? Parce qu'on refuse de mettre en place des politiques dans nos pays, des politiques de visionnaires. Aujourd'hui, la Libye, je pense que le fédéralisme est une porte de sortie. Le Nigeria en fait. Il y a des problèmes, certes, mais ils s'en sortent, ils trouvent des solutions. Donc les élections du 10 décembre comme piste de sortie de crise, vous n'y croyez pas? La Libye n'a pas d'État au départ. Il n'y a pas d'État en Libye. Il n'y a pas une élection est organisée par des institutions crédibles. Il n'y a pas des institutions, il y a un État, un gouvernement qui s'occupe de ça. Mais la Libye, vous avez 2 gouvernements. Quelle est la partie du pays qui va organiser? Le général Haftar, le gouvernement... En plus c'est quand même paradoxal. Parce que quand on dit le gouvernement de l'Est, bon, il n'y a pas le souhait de la communauté internationale. Par contre, quand on dit le gouvernement de Tripoli, adoubé par la communauté internationale. Ça veut dire que ce gouvernement est adoubé par le pays même, par les habitants. Je pense que c'est plutôt le gouvernement de l'Est qui est à Tobrouk qui est adoubé par adoubé par la communauté internationale. Mais pour moi, le gouvernement qui doit être adoubé, c'est le gouvernement du peuple. Mais lequel des deux est le gouvernement du peuple? Le général Haftar ou le gouvernement soutenu par les Nations Unies? Et puis même ce gouvernement qui est adoubé par la communauté internationale ne doit sa survie en Libye qu'à maréchal Haftar. C'est lui qui se porte en réalité le garant. C'est un paradoxe en Libye. En réalité, l'armée est au service de l'État, mais là-bas, c'est l'armée c'est le gouvernement, l'État qui est au service de l'armée. Parce que le maréchal Haftar constitue leur caution de survie. Il suffit qu'aujourd'hui qu'ils baissent les bras pour que le gouvernement libyen de Tripoli puisse envahir le territoire et les chasser. Donc la difficulté, c'est ça. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, que les élections ne résolvent pas le problème. Voyez le cas de la Centrafrique. Qu'est-ce que le président Touadéra, je pense, fait comme pouvoir effectif en Centrafrique? Rien du tout. On a organisé des élections juste parce qu'il fallait faire croire aux gens que la France avait mené une mission louable. C'était une mission, il ne faut pas négliger, assez intéressante, parce qu'on était non loin d'avoir un génocide, mais simplement qu'on n'était pas allé au bout de la mission. Les militaires français ont commis des bêtises, il ne faut plus les laisser sur place pour essayer un petit peu de noyer le poisson. On organise des élections à la va-vite et l'armée française dégage. Mais simplement, derrière, il n'y a aucune solution pratique parce que l'État en Centrafrique n'existe pas. C'est la même chose au niveau de la Libye. Il faut qu'on arrive à mener les Libyens de leur propre volonté à choisir
reproduire leur modèle. Kadhafi avait trouvé un modèle parfait. C'est que lui, il régnait, mais ne dirigeait pas en réalité. Il y avait des conseils des tribus. Ce que beaucoup de gens ne disent pas, et qu'on ne dit pas beaucoup dans les médias, c'est qu'il y avait des conseils des tribus qui se réunissaient. Ces gens n'étaient pas élus. Ce sont des gens qui ont un pouvoir traditionnel. C'est comme les chefs coutumiers. Il avait gardé un système traditionnel où les chefs des tribus représentatives, des grandes tribus et des petites tribus se réunissaient et décidaient de l'avenir du pays, de la répartition du budget, de la manière dont chaque territoire allait recevoir la manne, la rente financière de l'État. Et ce système a perduré. Du coup, on avait du mal à avoir une démocratie au plan national. On avait une démocratie au plan local parce que les maires étaient quand même élus. Il y avait des municipalités, des chefs des territoires, des collectivités qui étaient quand même élus. Mais au plan, comment je peux dire, national, au plan de l'État, c'était difficile d'appliquer la démocratie parce que ça fonctionnait sur un système traditionnel. C'est comme si on allait aujourd'hui au Bénin et qu'on disait le grand roi des Béninois, paix à son âme, qui est parti et qui s'est réuni avec d'autres chefs des tribus et qui décident des affaires du Bénin. Vous voulez dire que ce roi du Bénin, le roi traditionnel du Béninois, doit être élu par qui ? Oui, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'Europe on regarde trop le continent avec une loupe occidentale de la chose. Exactement. Quand vous parlez du Bénin, exactement, le roi au Burkina Faso, vous avez un grand roi aussi. Un grand roi. Qui est décédé aussi, voilà. Paix à sa mémoire. Et c'est des choses qui sont intéressantes. Ça fait partie de notre culture. Nous pouvons construire une démocratie viable à travers cette culture. Exactement. C'est des gens que moi j'appelle des grands électeurs. C'est des gens qui sont qui sont la caution morale de certaines choses. Quand il y a un problème, un conflit, ces gens ont la capacité, avec un seul mot, de rendre le conflit, d'absoudre le conflit. Exactement. Entre deux leaders politiques qui ne s'entendent pas. Ce roi est capable de les faire asseoir en disant: vous êtes fils de ce pays, trouvez-moi une solution avant de sortir ici. Exactement. La solution, on la trouve là. Exactement. Donc c'est quelque chose qui est viable dans nos peuples. Il faut qu'on regarde l'Afrique avec la loupe africaine des choses. C'est quelque chose qui peut continuer. Aux États-Unis, par exemple, vous avez des grands électeurs qui disent, bon voilà, quand il y a un vote, ils décident de ce qui va être fait pour des milliers de personnes. Pourquoi en Afrique, ces personnes qui ont une caution morale, pourquoi on les décrédibilisait, pourquoi on ne les assumerait pas? Parce que j'entends bien ce que vous dites. Si je peux dire quelque chose, pardon, alors, gens, même au niveau... Alors, après la pause, hein, si vous le permettez, en tout cas, ce revirement, nous allons en parler, durcit encore plus le rapport de force entre le GNA, le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, et le maréchal Khalifa Haftar, et ce, donc, comme on le disait tout à l'heure, à quelques mois des élections programmées le 10 décembre. On continue d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.